אנחנו לא נכנסים לבתי החולים ללא סיבה, אלא כפי שהוכחנו פעם אחר פעם מאז תחילת המלחמה, מאחר שהשימוש בבתי החולים כבסיסי טרור הוא אחד מיסודות שיטת ההפעלה של חמאס. Les gens à Rafah sont en grande partie là parce qu'ils ont été déjà déplacés de différentes parties de Gaza. Ils sentent qu'ils n'ont plus nulle part où aller. On va continuer d'être là pour exiger plus d'aide humanitaire aux citoyens de Gaza. On va être là pour continuer de pousser vers un cessez-le-feu durable. M. Trudeau qui s'est entretenu, semble-t-il, tout à l'heure avec le ministre de la Défense d'Israël, parce qu'on est au jour 132 de cette guerre Israël-Hamas. Et l'armée israélienne a mené une opération militaire aujourd'hui dans le grand hôpital Nasser à Han Younes. Le directeur de l'hôpital a décrit les conditions à l'intérieur comme étant catastrophiques. Et Israël prétend avoir arrêté ou tué une douzaine de militants du Hamas. Cela survient au même moment où la menace d'une offensive terrestre par Israël plane sur Rafah. Il y a des avis d'évacuation qui vont être envoyés. Mais pour aller où? 1 400 000 personnes se retrouvent entassées dans cette ville devenue refuge, devenue campement. Et pendant que les têtes dirigeantes, comme M. Trudeau, se concertent sur une possible trêve, nous avons voulu parler avec une personne qui vit cette tragédie d'heure en heure sur le terrain à Rafah. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en parlant au journaliste indépendant Rami Aboujamus, qui est justement à Rafah et il fait face à la mort tous les jours. Monsieur Aboujamus, bonsoir et bienvenue à 24/60 depuis Rafah. Merci à vous. Alors, on se parle, il est 23 heures. Quelle est la situation maintenant, puisque Rafah est devenu la cible de l'armée israélienne? Oui, je me parle un peu de la population et le sentiment de la population, surtout les déplacés à Rafah. C'est le sentiment de panique, de la peur, d'angoisse. Il y en a beaucoup qui sont même pris la décision de sortir de Rafah et d'aller un peu vers le milieu de la bande de Gaza, à Nuseirat, à Deir el-Balah. Quoique à Nuseirat et à Deir el-Balah, ça continue de bombarder, mais c'est juste l'ampleur médiatique de l'armée d'occupation qui n'arrête pas de dire qu'ils allaient occuper Rafah et se déplacer à Rafah et attaquer Rafah, fait de sorte que beaucoup de personnes, surtout parmi les déplacés qui sont partis et qui sont allés après s'installer dans des tentes dans le milieu de la bande de Gaza. Le sentiment de la peur n'est pas pour rien, c'est juste que ces gens-là, ils ont vécu, parce qu'ils sont déjà des déplacés, donc ils ont vécu l'ampleur de ce que cette armée-là est prête à faire. Les massacres et les boucheries qui l'ont déjà fait, qui sont prêts à le faire, fait de sorte que ces gens-là n'arrêtent pas de bouger d'un endroit à un autre, de se déplacer d'un endroit à un autre, d'une tente à une autre, d'une bâche à une autre, essayant de rester en vie et de fuir la mort. Rester en vie, en fait, vous, comme tous les autres Palestiniens sur le terrain, vous voyez la mort en face à chaque instant. Et pourtant, vous restez... Oui, malheureusement, c'est que depuis le début de cette guerre-là, il y a un mélange qui a commencé à crier entre la vie et la mort. La mort est partout. Depuis le 7 octobre, on ne se sent jamais en sécurité. Il n'y a pas un endroit sûr. Il n'y a pas un endroit où on peut prendre refuge. Tous les endroits qu'avant, parce que nous, c'est pas la première guerre, j'espère que ça va être la dernière, mais tous les endroits où on croyait avant que c'était des endroits sûrs, tout le monde a pris recours à ces endroits-là, mais malheureusement, il n'y a pas d'endroit sûr. Les écoles de Noroy, ils étaient bombardés. Les hôpitaux, ils étaient bombardés. Les terrains vagues étaient bombardés. Les maisons ont été bombardées. Les universités ont été bombardées. Il n'y a aucun endroit où c'est un endroit sûr. Donc on sent toujours que la mort est autour de nous. Notre vie devient une vie de mort. C'est un mélange entre on est vivant mais on est en même temps mort. Mais on est mort et on est en même temps vivant. On attend notre mort à n'importe quel moment. Et moi, personnellement, quand je sors de chez moi, je regarde mon fils, je dis, je sais pas est-ce que je vais le voir. Quand je regarde dans ses yeux, je vois les images
que je vois tout le temps dans les hôpitaux, un enfant qui a perdu sa famille ou bien un père de famille qui a perdu son enfant. Ça n'arrête pas, ces images-là, ça n'arrête pas. C'est toujours dans un cliché qui part, qui va, revient, parce que ça, malheureusement, ça devient notre vie normale. Donc la peur existe, c'est quelque chose de sain. Et en même temps, c'est à cause de cette occupation qu'on n'arrive pas à vivre en sécurité, même en sécurité intérieure, même avec nous-mêmes. Nous, en tant que journalistes, on est parmi les gens qui sont les plus visés maintenant, malheureusement. Et donc, quand on sort, moi, quand je sors de chez moi, je dis peut-être je vais revenir voir mon enfant et ma femme. Et parfois, je dis non, ça va être mon dernier jour. C'est malheureusement ça le problème, c'est que on ne sait pas pourquoi on est visé, on ne sait pas comment on est visé, et on ne sait pas où on va être visé. Parce que vous êtes journaliste, mais il y a donc déjà 72 journalistes qui sont morts depuis le 7 octobre. Comment expliquez-vous les choses à votre fils Walid? C'est ça le problème, c'est que moi j'essaye de jouer ce double rôle entre le père de famille qui essaye de protéger sa famille, j'essaye de protéger mon fils, je fais le clown avec mon fils. Quand il bombarde, je commence à applaudir, lui aussi, pour le faire comprendre que c'est juste un bombardement, c'est du feu d'artifice, applaudis mon fils, parce que c'est ton anniversaire, il faut applaudir. En même temps, à l'intérieur de moi, j'ai peur que cette explosion soit juste près à côté de nous. J'ai peur que ça rapproche. J'ai peur que ça soit sur nous. Même en sortant, quand je sors, je joue avec lui. J'essaye de jouer avec lui en oubliant tout ce qui est autour de nous. Ça bombarde trop fort, mais je lui dis, papa, applaudis, regarde, ça applaudit, ça bombarde. Je dis pas le mot bombarder, mais je dis ça explosion, parce que pour ne pas faire le mélange entre bombardement et explosion, j'essaye de le protéger d'une façon ou d'une autre, mais à part cette protection entre guillemets morale, il n'y a pas de protection physique. Je peux pas m'emmener dans un endroit où on dit oui là, je suis sûr mon fils que tu seras en sécurité. Ça n'existe pas. C'est juste j'essaie de faire ce maximum, cette protection morale pour le rester sain entre guillemets et qu'il vive sa vie quotidienne comme il veut, comme n'importe quel autre enfant de 2 ans. La pression internationale est de plus en plus forte sur Israël pour ne pas procéder à une offensive, notamment à Rafah. Et Israël répond, c'est au Hamas de protéger la population civile, puisque c'est le Hamas qui s'en sert comme bouclier humain. Vu de Rafah, quelle est votre analyse de cet argumentaire? Oui, on peut dire ça, c'est le Hamas qui nous tue, c'est le Hamas qui nous bombarde, c'est le Hamas qui bombarde des quartiers entiers, c'est le Hamas qui rase des quartiers entiers. C'est vrai que la guerre entre Israël et le Hamas, c'est la population qui est en train de payer le prix, mais c'est qui tue la population civile? L'arsenal israélien, c'est un arsenal le plus développé du monde, dans le monde entier. Les Israéliens ou l'armée d'occupation, ils peuvent viser une aiguille au sein de la mer sans faire des dégâts latéraux. Mais c'est juste, ils font exprès depuis le premier jour de la guerre que des familles entières soient visées. Et le ministre de la Guerre lui-même, il a dit, toute personne qui a participé, il va payer cher, lui et toute sa famille. C'est la vengeance aveugle, c'est la vengeance à la mafia, malheureusement. C'est comme à la mafieuse, comme on dit chez nous. C'est quelqu'un vous donne une gifle, vous ne redonnez pas la gifle à cette personne-là, mais vous donnez la gifle, vous tuez sa famille, ses enfants, tous ses amis, juste pour se venger en disant voilà, parce que vous m'avez donné une gifle, voilà le résultat. Comme ça, la prochaine fois, vous ne me donnez pas de gifle, mais vous allez payer trop cher. Israël veut éradiquer le Hamas, notamment, veut écraser les dernières unités du Hamas et veut atteindre les chefs du Hamas. On pense à Sinwar et Hadib et tout ça. Ils ont l'impression qu'ils sont à Rafah. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que vous avez le sentiment que le commandement du Hamas se trouve à Rafah et qu'effectivement, il est difficile de distinguer entre les combattants du Hamas et la population civile? Moi, je donne juste mon opinion personnelle, parce que moi, je ne suis pas militaire, mais je donne juste mon opinion personnelle. Depuis le début de cette guerre-là, Netanyahou n'arrête pas de dire que le Hamas, ils sont en train de prendre la population comme bouclier humain.
Je sais pas, vous vous rappelez au début, quand ils ont commencé l'incursion dans la ville de Gaza, le premier but était l'hôpital Shifa. Ils ont montré des images comme quoi le quartier général de Hamas est sous l'hôpital visé Shifa, avec un montage de 3D médiatique de 4 sous-étages, sous-sol, sous l'hôpital Shifa, où il y a le commandement général, où il y a le Sinoir qui se cache, il y a Def se cache, etc. Ils ont fait tout un scénario de A à Z. Ils sont arrivés à l'hôpital Shifa, ils n'ont rien trouvé à l'hôpital Shifa. Et ce n'est pas que l'hôpital Shifa. Ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, actuellement, à l'hôpital Nasser à Khan Younis. Ils sont en train de faire la même chose. Médiatiquement, ils sont en train de médiatiser comme quoi les combattants ils se cachent dans l'hôpital Nasser. Les combattants de ce qu'on appelle les brigades de Khan Younis, ils sont à l'hôpital Nasser. Et tout ça, c'est pas vrai. Le Hamas, c'est vrai qu'il se cache sous sol, c'est vrai qu'il se cache dans les tunnels, mais il n'a rien à voir avec ni les hôpitaux, ni les endroits où la population est ciblée. C'est juste comme je vous ai dit, les Israéliens, ils veulent faire mal à la population parce qu'ils n'arrivent pas à faire mal au Hamas. Et c'est pour ça, moi, à mon avis, je donne toujours mon avis personnel, c'est que l'entrée à Rafah n'est pas être facile pour Netanyahou. C'est la dernière carte. Là, il est en train de faire et médiatiser à tout le monde que ils sont à Rafah, mais je suis sûr qu'il va pas le faire à Rafah parce que il va entrer à Rafah, il va faire des massacres et des boucheries et des israéliens à Rafah, et à la fin, il va pas trouver ni Sinoir, ni le Hamas, ni personne. Il va être malheureusement comme un nul qui est en train de dire « Ah, malheureusement, je suis arrivé à Rafah, mais j'ai rien trouvé. » C'est pour ça, à mon avis, qu'entrer à Rafah n'est pas à la faveur de Netanyahou. Et Netanyahou, il le sait lui-même, mais c'est juste, c'est dans son dernier papier ou bien carte de pression sur les négociations qui sont en train de se faire au Caire pour dire que je veux rentrer à Rafah pour que le Hamas donne des concessions et qu'il n'entre pas à Rafah. J'ai une dernière question pour vous aujourd'hui parce qu'évidemment, plusieurs pays appellent à la retenue d'Israël et veulent que l'aide humanitaire arrive dans Gaza. Il y a l'ONU qui dénonce le fait qu'il y a seulement un enfant sur 10 qui arrive à se nourrir. L'OMS appelle encore une fois Israël à épargner les hôpitaux, à faire entrer l'aide humanitaire. Vous avez un fils, Walid. Comme famille, comment arrivez-vous, vous, à vous nourrir et les autres? Pas quoi vous dire, mais on a des conditions très, très, très dures. Surtout pour les enfants et pour les femmes. Nous, les hommes, plus ou moins, on peut tenir un peu le coup, mais pour les enfants et pour les femmes, c'est une vie très, très, très dure. Si moi, je vous parle de mon expérience personnelle, de mon fils Walid. Mon fils Walid, il est tombé malade plusieurs fois, il est toujours malade. Je n'arrive pas à lui trouver un médicament. Au niveau de la nourriture, moi, je suis quelqu'un un peu chanceux, j'ai un peu les moyens d'acheter de la nourriture. Quand je dis de la nourriture, c'est juste des boîtes de conserve. Il n'y a pas quelque chose de sain à manger. Il n'y a que l'aide humanitaire qui entre. On dépend d'une façon à 100% de l'aide humanitaire qui entre. Donc, on est obligé d'acheter ce qu'il y a dans le marché qui est à peu près entre 10 à 20 fois le prix. Moi, je suis quelqu'un qui a un peu les moyens pour donner à manger à mon fils. Mais malgré ça, les médicaments, par exemple, je ne trouve pas de médicaments à mon fils. Là, ça fait un mois, il est malade, je n'arrive pas à le soigner. Les hôpitaux, ils sont sursaturés. On va à l'hôpital, on peut pas trouver quelqu'un on peut trouver des médecins, mais on ne trouve pas un soin, on ne trouve pas de médicaments. Et moi, je suis un cas parmi les 1,5 million de personnes qui sont là, qui sont des enfants et qui n'arrivent pas à être soignés. Pareil pour les habits, là il fait froid, il n'y a pas des habits à acheter. J'essaye à chaque fois de couvrir mon fils pour ne pas avoir froid. Moi, je vis dans 2 durs, comme vous voyez, mais il y en a d'autres qui sont dans des tentes, dans des bâches où le froid il est 24 heures, où la pluie il est 24 heures. Donc, c'est des conditions trop, trop, trop dures pour les enfants. Et les Israéliens, ils le savent très bien, ils le voient, ils le savent, et ils font exprès qu'on continue à faire ça. Même pour l'aide humanitaire, ça passe de compte à goutte. On parle de 100 camions par jour, 100 camions pour 1,4 million qui sont à Rafah, c'est rien du tout. Et là, je ne parle pas de Gaza et je ne parle pas du nord de la bande de Gaza. À Gaza et le nord de la bande de Gaza, c'est la famine. Les gens, ils n'arrivent pas à manger. Moi, j'ai des amis qui sont restés, ils me disent on est en train d'utiliser la nourriture des animaux pour faire de la farine. Vous imaginez à quel point on est arrivé?
ils n'arrivent pas à manger, il n'y a pas de la farine. Ils utilisent la nourriture pour les animaux, pour les broyer et faire de la farine à la place, juste pour manger du pain qui n'a rien à voir avec du pain, mais c'est juste pour ne pas sentir la famine. C'est des conditions de vie très, très, très dures. Et je ne vais pas rentrer dans des détails. Mon fils, il n'a pas des couches. Il a 2 ans, je n'arrive pas à lui acheter des couches. Et si je trouve des couches, c'est 50 fois le prix normal. Je suis en train de faire avec des flanelles et des trucs. Malheureusement, j'ai honte de dire ça, mais je vous donne juste ma vie personnelle pour que vous voyez un peu à quel niveau on est arrivé. Malheureusement, la situation, je ne peux pas le décrire. C'est ces conditions de vie trop dures. On reconnaît bien votre courage à vous, M. Abu-Jamus, et surtout, merci d'avoir accepté de témoigner de votre situation. Et Merci. gardez l'espoir. Merci. On vit avec l'espoir. Oui. Merci. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.